Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui un entretien avec le photographe de cinéma Luc Roux, tourné en plein cœur de l'exposition qui lui est consacrée. Et puis, une interview inédite du cinéaste Bertrand Tavernier, qui est en pleine actualité posthume actuellement, et avec qui j'avais eu le bonheur de discuter des grandes musiques de films qui l'avaient particulièrement marqué. Tout ça, ça commence maintenant, puisque c'est dans votre Pop Cinoche numéro 34. Avant toute chose, permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter une très belle année 2023. Je crois que ce sont entre gens bien élevés et cinéphiles des choses qui se font à cette période de l'année. Mais pour commencer ce Pop Cinoche, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'année dernière, l'année 2022 et surtout en termes de fréquentation, parce que tout le monde attendait vraiment de savoir ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait rattraper le retard ? Eh bien écoutez, le box-office du film français nous montre quelque chose d'extrêmement édifiant. Tout d'abord, on pensait vraiment que le film de l'année 2022, c'était Top Gun Maverick. Mais attention, c'était sous-estimer l'arrivée d'Avatar. Cela dit, comment en 2 semaines, un film allait pouvoir détrôner celui qui avait fait un excellent score en une année ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. En 15 jours, comme quoi quand vous voulez aller voir un film, rien ne vous en empêche, Avatar de James Cameron, La Voix de l'eau, a dépassé les 7 millions d'entrées en 2 semaines, c'est-à-dire plus que Top Gun Maverick sur l'ensemble de sa carrière tout au long de l'année. Donc c'est lui qui est passé numéro 1, mais globalement, ce qu'on voit dans le box-office, et comme je vous le disais, c'est vraiment édifiant. Vous retournez en salle, les spectateurs que nous sommes, que vous êtes, commencent à rattraper le retard, même si on reste toujours en gros à moins 30% par rapport à la période avant Covid. Mais maintenant, vous sélectionnez les films. C'est-à-dire que vous voulez du grand spectacle. Vous voulez voir l'argent sur l'écran, comme on dit. Il faut que vous voyiez quelque chose qui vous en met plein les yeux, plein les oreilles, et c'est très net. Donc, Avatar, Top Gun Maverick, Les Mignons, les films pour enfants, ça continue à marcher très bien. Les Mignons 2, puis Jurassic Park. Alors, il y a évidemment les Marvel, Black Panther, Doctor Strange, The Batman, Thor, vous voyez, on est quand même dans des films particulièrement identifiés, Les Animaux Fantastiques, Uncharted, qui avait été une agréable surprise, et puis, il faut quand même arriver à la 10e place du box-office de l'année pour voir arriver le premier film français. Pas très rassurant pour notre cinématographie nationale, ça, mais bon, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? Puis le film de Cédric Jiménez, Novembre, puis également Simone, le voyage du siècle, le film concernant la vie de Simone Veil, et puis Maison de retraite, le film porté par Kev Adams. Bon, on va voir maintenant ce que l'année 2023 nous réserve, avec des films comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, avec les 3 mousquetaires qui vont arriver dans peu de temps. On va voir si cette tendance continue dans ce sens, ou s'il y a encore de bonnes surprises qui risqueraient de nous arriver. Voilà pour le petit backup flashback 2022. Et maintenant, place à l'actualité. Je vais vous présenter un photographe de cinéma vraiment très attachant. On ne dira jamais à quel point les photographes de cinéma sont importants. Imaginez bien que sans eux, il n'y aurait pas de photos dans les revues de cinéma, il n'y aurait pas de livres de cinéma, il n'y aurait pas les photos du jour tous les matins à partir de 6h30 dans Pop Cinoche. Non, sérieusement, heureusement que les photographes de cinéma sont là pour aller voir les acteurs, les metteurs en scène, les techniciens au travail sur les plateaux. Heureusement qu'ils réclament des séances photos aux grands comédiens, aux comédiennes, aux metteurs en scène. Et puis heureusement, ça nous permet d'avoir de temps en temps quelques beaux livres de cinéma et de photos de films à compulser, comme celle de Raymond Cochetier, l'un des grands photographes de la Nouvelle Vague. Je vous en avais parlé il y a quelque temps de ce livre. Léo Mirkin, le grand Léo Mirkin et son fils par sa petite fille. Des photos magnifiques comme celle de Gérard Philippe sur le tournage de Fanfan la Tulipe. Et puis n'oublions pas Georges Pierre, qui a été un des très grands photographes de plateau français. Donc il y a ces livres, et puis il y a de temps en temps aussi les photos qui se montrent dans les expositions.
Et donc arrive Luc Roux, qui, je vous le rappelle, est le photographe historique de Première et de Studio Magazine, qui est devenu par la suite photographe de plateau. Alors nous allons aller dans l'exposition, d'autant qu'il y a des photos qui parfois deviennent des affiches de films, comme c'est le cas des magnifiques jambes de Charlotte Gainsbourg dans La Petite Voleuse. Allons donc à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, dans le 13e arrondissement de Paris, pour voir quelques-unes des plus belles photos, des plus beaux clichés de Luc Roux, qui nous parle avec passion de son métier de photographe de cinéma. Clap. Silence, s'il vous plaît. Deuxième clap. On est à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé Oui. et il se passe qu'ils m'ont proposé de montrer mes photos. Et donc, j'étais enchanté de ça, évidemment. J'étais ravi que Sophie Sédou et Pénélope, sa fille, m'aient proposé, et Jérôme Sédou. Parce qu'effectivement, c'est la première fois là, on est sur des films des années 80, 90 et 2000. Et la Fondation, c'est vrai, est quand même plus habituée, enfin, elle est faite pour ça d'ailleurs, de montrer des films beaucoup plus anciens, puisqu'elle les restaure, elle montre les affiches, voilà, et ça, c'est très beau. Pour tous les amateurs de photos, et il y en a, et en même temps cinéphiles, tous ceux qui aiment ça, Oui. vous connaissent, sans forcément mettre un visage sur le nom. Oui, mais oui, tous non. ceux qui ont connu l'âge d'or de Première et l'âge d'or de Studio Magazine, etc., c'est pas faux. connaissent. Comment est-ce qu'on arrive à devenir le photographe d'aussi grands journaux comme ça? Non, mais on le fait pas exprès. Enfin, je l'ai pas fait exprès. Je veux dire, c'est que j'ai rencontré Jean-Pierre Lavoignat en 80. Et par lui, j'ai rencontré Marc Esposito. Et en fait, c'est ces deux rencontres de Jean-Pierre et de Marc qui m'ont propulsé. Si je rencontre pas Jean-Pierre, si je rencontre pas Marc, je vais pas dans le milieu du cinéma. Alors j'aurais fait de la photo parce que j'en faisais beaucoup. J'avais fait l'école des Beaux-Arts à Avignon. À 17 ans, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts, donc je dessinais, et je faisais ce qu'on fait à l'école des Beaux-Arts. On fait de la couleur, on fait du dessin, on dessine des nus, on fait du modelage en terre glaise, on fait, voilà, et des photos, puisqu'il y avait un atelier, il y avait un labo photo avec quelqu'un qui s'en occupait. Moi, j'adorais la photo depuis toujours. Donc, j'ai fait des photos. Donc, je me suis formé comme ça. Alors, justement, Luc, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers reportages marquants? Alors pour première, oui. Alors c'était une femme qui mettait en scène, et il y avait que des femmes dans le film. Et ça, c'était joli. Et il y avait notamment Juliette Binoche, toute jeune, mais toute jeune gamine. Elle était ronde comme ça, sensuelle et tout ça. Elle était très belle. Donc ils m'ont envoyé là. Et puis ils m'ont essayé au Festival de Cannes, 82. Ils m'ont essayé. Ils m'ont dit, voilà, viens. Et je me souviens très très bien que cette année-là, en 82, j'avais fait des photos, tout ça, et que parmi toutes, il y avait toujours une photo comme ça, la double page, qui faisait l'ouverture du sujet Cannes. Et en fait, c'est une photo que j'ai faite, qui a été choisie. C'est une photo très composée comme ça, et qui donnait quelque chose. Voilà, on est dans un lieu chic. Et en même temps, il y a le festival avec le numéro du festival. Enfin, voilà. Donc c'était une photo, il n'y avait personne dessus. Donc là, j'ai des trucs comme ça. Donc, et donc j'étais fier quand j'ai choisi une de mes photos comme ça. Quand on est photographe de plateau, il faut trouver sa place mais ça enlève pas la peur quand on y va. Enfin, surtout, voilà, quand on va faire un reportage, c'est vrai qu'il y a une espèce de trouille avant d'y arriver, parce qu'on se demande comment on va être accueilli, à la fois par les acteurs, beaucoup par les acteurs. Parce que certains n'aiment pas des regards comme ça qui sont pas de l'équipe, enfin voilà, auquel ils sont habitués. Et en général, ça s'est bien passé, parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui est discret et attentif aux autres. Maurice Pialat, par exemple, il supportait pas trop les gens. Il en virait beaucoup et tout ça. Et avec moi, il m'a jamais rien dit. J'ai une discrétion comme ça. Et puis, c'est un de ceux qui m'a le mieux parlé de mes photos. Avec Pialat,
Une photo est devenue l'affiche également du film, là encore. Oui, là, oui. Oui, et en plus, c'est un plan qu'il n'a pas fait. Il a regretté de ne pas avoir fait comme ça. C'est la mort de l'abbé Donisson, donc joué par Depardieu. Et moi, j'étais... Comme il mettait du temps à tourner, hein, il mettait beaucoup de temps avant de se décider, machin. Donc moi, j'étais là, j'ai dit à Depardieu qui était assis, je suis allé là où il y a la grille comme ça pour parler là, avec les trucs, pour se confesser. Et à travers comme ça, je disais à Depardieu, attends, regarde. Et Depardieu Gérard, il se plaçait comme ça. Je lui dis, c'est très beau, ça peut être vraiment bien. Alors il est là, il m'écoutait. Pendant que Piala, il essayait de chercher son plan et tout ça. Et quand Piala a vu ça, il a dit, mais voilà. Pourquoi je ne l'ai pas filmé là, comme ça? Il a regretté. Une de vos photos, Luc, les plus célèbres, ce sont quand même les jambes de Charlotte Gainsbourg. Ah oui. C'est quand même la petite voleuse. Oui. L'idée, c'était que cette jeune fille, en fait, qui est au pensionnat et qui souffre d'être enfermée, qui est avec des godillots de pensionnaires, qui est avec ses fringues comme ça, moches, comme elle dit, moches, machin, et qui a envie de liberté et de devenir une jeune fille. Donc Annie Miller a eu l'idée, et ça c'est bien, elle s'est dit, mais peut-être ce serait bien que cette jeune fille en fait quitte ses godillots et enfile des talons comme ça. Et puis finalement on est allé à Bercy, dans les anciens trucs de vin là. Sur les pavés. Une lumière un peu qui a été rapide hein, parce que c'était couvert et il y a eu un nuage qui est parti comme ça, il y a eu du soleil qui est arrivé, j'ai dit à Charlotte, on y va vite, on fait ça. Voilà. Et mine de rien, grâce à cette petite chance, le César de la plus belle affiche de l'année est... Voilà, ça a été la petite voleuse. Oui, j'étais content. J'étais content parce que j'avais été nommé avec Piala sous le soleil de Satan l'année d'avant, en 88. Tandem l'avait obtenu et ça, je reconnais que c'est une affiche qui marquait, l'affiche de Tandem. Oui. Alors, Luc, une chose qui m'a beaucoup intéressé dans cette exposition qui vous est consacrée, mais il faut en dire plus pour ceux qui nous regardent parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'un blimp? Ah, un blimp. Ben oui. Un blimp, oui. Bah, ça n'existe plus parce qu'on fait des appareils maintenant très silencieux, numériques. Alors à l'époque, évidemment, on avait des appareils avec un miroir qui se soulève, la photo, voilà, l'obturateur qui s'ouvre, et puis le miroir redescend. Et donc, ça fait du bruit. Ça fait tchouc, tchouc, Et ouais, ça fait du bruit, forcément, à la fois le bruit du miroir, le bruit de l'obturateur. Et donc, pour faire des photos, des plans de film, il faut pouvoir les faire pendant qu'on tourne les scènes. Donc un blimp, ça veut dire qu'on a une boîte en aluminium qui s'ouvre comme ça, qui est remplie de mousse tout autour. On met un boîtier dedans, comme ça, avec un moteur, bien sûr. On referme, comme ça, on met un objectif. On met un tube comme ça qui est entouré de mousse aussi. Et évidemment, il y a un report pour le déclencheur derrière. Et on fait le point, on tourne comme ça et on fait des photos et ça sonorise l'appareil photo. En conclusion, quelle impression générale vous gardez de l'exposition, d'être au milieu de toutes vos images, là, au milieu de vos appareils photo, de tout ça? Alors, ça fait plaisir, on est fiers. Oui, ça, c'est sûr que ça fait plaisir après. En fait, il y a une grande nostalgie qui s'est emparée de moi. Ouais. Beaucoup sont plus là, et des metteurs en scène, et quelques acteurs aussi. Et j'ai repensé à eux et à cette période où j'avais 30 ans, 35, 40 ans, 45 ans, 50, et où c'était magnifique d'être avec eux. On a beaucoup parlé de la difficulté du métier, mais j'ai pas beaucoup dit, c'est vrai, le grand bonheur que j'avais d'être avec eux. Et c'était réciproque parce que je sentais qu'ils m'aimaient bien. Je veux dire, donc ils avaient confiance en moi. Je pense notamment, Luc, à la photo qui est juste derrière vous, là, avec Noiret, oui, Rochefort. Ouais. Ça, quand même, c'est des moments forts, ça. Oui. Alors,
C'est pas tant la photo qui est pour moi un moment fort, parce que la photo, on les a réunis parce qu'ils avaient fait un film de Patrice Lecomte, ils avaient tourné Les Grands-Ducs. Et cette photo, on l'a faite pas sur le plateau, on les a réunis à studio pour faire une photo des trois et faire une interview croisée. Et alors, c'est pas tant le souvenir de cette photo-là que j'ai avec eux, c'est le souvenir des tournages, du temps que j'ai passé avec eux sur des films ou par exemple avec Noiret, quand j'ai passé 3 jours dans sa maison près de Carcassonne et qu'on a vécu 3 jours ensemble en faisant des photos. Il y a une photo d'ailleurs qui est quelque part là-bas avec son chien, voilà. Ah, oui. Et là, c'était 3 jours dans la campagne. Et ça, c'était des moments merveilleux, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vous qui le montrez au public? Oui, alors, ben oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est important. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui. Et bien, venez voir l'expo, alors. Bon, ben oui, venez. Oui, venez, s'il vous plaît. Enfin, oui, si ça vous plaît. Eh ben, vous pouvez pas savoir si ça vous plaît avant de l'avoir vu. Ouais, alors venez et peut-être ça vous plaira. Là, je vous parle à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Passion et humour, je crois que ce sont 2 qualificatifs qui représentent très bien le photographe Luc Roux, dont vous venez de faire la connaissance à l'instant. Allez voir l'exposition, c'est jusqu'au 4 mars à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis quand vous verrez quelques-unes de ces photos qui sont devenues des affiches, eh bien, La Petite Voleuse ou Sous le soleil de Satan, vous ne les verrez plus tout à fait du même œil. Très belle expo, j'espère que ce reportage vous a donné envie de vous y rendre. Maintenant, hommage à Bertrand Tavernier, à l'occasion notamment de la parution il y a déjà quelques semaines de ce livre extrêmement touchant de Thierry Frémaux qui était un de ses amis les plus intimes, hein, disons-le. Le titre très beau, Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage. C'est aux éditions Grasset, c'est un livre vraiment émouvant, touchant. Il y a cette phrase que j'ai retenue particulièrement. Il est toujours dangereux de rencontrer les artistes qu'on admire, ça c'est bien vrai. Et je m'approchais de Bertrand avec une certaine appréhension. Je risquais d'être déçu. Je ne le fus pas. Et c'était le début d'une grande histoire d'amitié et de cinéphilie entre Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier. Pop Sinoche voulait, à quelques 2 ans de sa disparition, à quelques semaines près, lui rendre hommage aujourd'hui. Et dans mes diverses conversations avec lui, qu'est-ce qu'on a parlé de cinéma pendant des heures, Tavernier et moi. Un jour, il était question de musique de film. Des musiques de film qu'il avait particulièrement impressionné et marqué. Je partage avec vous cette interview inédite aujourd'hui. Très tôt, moi, je me souviens prêter une attention à la musique de film. Que cette musique soit, comme dans les films de Ford, souvent uniquement des chansons tirées du folklore, mais je sifflotais quand j'étais très jeune, où je connaissais l'air de She Wore a Yellow Ribbon, c'est-à-dire la charge héroïque, donc la chanson qu'on entend dans les films de Ford. Je l'avais retenu très tôt. De même que, bien sûr, je remarquais surtout les mélodies, la musique d'essence mélodique, mais quand même, je me souviens quand même bien d'avoir noté les très intéressantes contributions que pouvait faire, et qui n'étaient pas forcément d'ordre mélodique, que pouvait faire quelqu'un comme Elmer Bernstein, sur un film de guerre d'Anthony Mann, de Code 465, où la musique était presque entièrement à base de percussions, et absolument pas mélodique, ou très peu mélodique. Mais je notais, j'avais tout assez vite remarqué la façon dont certains metteurs en scène français utilisaient de manière sporadique, beaucoup plus sporadique que les metteurs en scène américains, la musique, et donc de manière plus effective. La musique de la fin de La Grande Illusion avait été un choc.
C'était un choc. Je trouve c'est Cosma, elle était absolument magnifique. Et là, je l'avais vraiment noté, alors que dans des films américains, on était tellement noyé, souvent, sous un déluge musical, que paradoxalement, on finissait par moins noter la musique. Mais évidemment, la musique du Troisième Homme, ça avait joué un rôle, mais aussi, tout d'un coup, d'entendre de la musique classique, comme dans Les Amants. Je crois que j'avais acheté le 45 tours, d'ailleurs, à ce moment-là. Et aussi le choc immense qu'a été la découverte d'Ascenseur pour l'échafaud, puis de la musique de Miles Davis. Et là, je crois qu'il faut créditer à la fois Louis Malle et puis les gens derrière qui ont eu l'idée de demander à des gentlemen, parce qu'il y a eu Ascenseur pour l'échafaud, et après, il y a eu Sait-on jamais. Mais Sait-on jamais, la musique de John Lewis a même pu faire croire à un moment que Roger Vadim avait du talent. Et ça, c'était... Là, le cinéma français était très, très, très en avance par rapport au cinéma américain. Parce que quand même, je crois que la musique d'Ascenseur pour l'échafaud, personne n'aurait eu une idée équivalente à la même époque en américain. Est-ce que la musique, les grandes envolées de Max Steiner, de Franz Waxman, tout ça, est-ce que ça ne vous a pas parfois gêné à la vision du film? Est-ce que le côté too much des orchestres gigantesques certainement. Je pense qu'il y a des films qui sont très handicapés par surtout une surabondance de musique. Non pas que les thèmes ne soient pas bons, non pas qu'ils ne soient pas bien orchestrés, mais ils sont répétitifs, parfois redondants. Ce qui n'est... Il y a certains thèmes de Max Steiner qui aident le film. Je pense qu'Autant n'emporte le vent, privé de la musique, et ce n'est pas un film que j'adore, mais je pense que la musique l'aide énormément. Et c'est vrai que beaucoup de films américains, parfois, souffrent de cette surabondance de musique, encore que, à force d'être omniprésente, elle disparaît. Mais quand même, le grand sommeil, à un moment, est noyé par la musique. Et on s'aperçoit, d'ailleurs, en lisant les autobiographies, les biographies des metteurs en scène, que c'était une partie sur laquelle ils travaillaient rarement, où ils déléguaient, où ils n'avaient aucun pouvoir. Même, je revoyais Les Maraudeurs attaquent, qui est un film beaucoup plus récent, de Fuller, et il y a une ou deux scènes magnifiques dans le film, qui seraient encore plus belles s'il n'y avait pas de musique. Il y a une scène où Claude Akins pleure, et le plan, je pense, est un peu amoché par quand même une orchestration relativement banale derrière, et surtout assez pléonastique. Et que Max Steiner, qui est un compositeur formidable, la musique de King Kong, enfin il y a beaucoup de ces thèmes qui sont splendides, et qu'on écoute avec un plaisir énorme. C'est vrai que de faire des effets de musique comme dans Le Mouchard, ça démolit drôlement le film. Ça démolit le film. Mais je pense que le cinéma américain n'a pas évolué. Maintenant, vous avez une musique omniprésente également dans 8 films américains sur 10. Parfois, moi je trouve même dans le dernier Michael Mann, j'en ai un peu marre. J'en ai marre, je voudrais un moment entendre autre chose que ce rythme binaire, et c'est c'est comme si on pensait que les spectateurs n'étaient incapables de suivre une action si elle n'était pas en même temps commentée musicalement. J'éprouve moi une grande fatigue, et ce qui me fait énormément apprécier de temps en temps, dans un film des années 40 ou 50, des prises de position beaucoup moins conventionnelles de certains metteurs en scène. Vous tombez sur Chasse aux gangs d'André de Tos,
Et là, pendant un long moment dans le film, vous n'avez de la musique que quand il y a une radio qui joue. Et tout devient extraordinairement efficace. Et la première fois que la musique rentre dans le film, et c'est un moment où il y a des policiers défoncent une porte, ça fait un effet, mais qui est formidable. Et de voir dans un film de série B qu'un metteur en scène ait obtenu ça, de voir que Michael Powell, pendant un film comme Small Backroom, n'utilise pas pendant un très long moment de musique de film, je trouve que c'est extraordinairement efficace. Voilà, j'étais heureux de vous offrir ce document inédit et inutile de vous dire que ce n'est qu'un petit extrait de cette interview. Vous retrouverez Bertrand Tavernier sous d'autres aspects très prochainement dans Pop Cinoche, peut-être pour qu'il vous parle tout simplement des musiques de ses propres films, ce qui était passionnant aussi dans cette interview. Alors, dans le numéro de janvier des années laser, nos précieuses années laser, eh bien, il y a à peu près le résumé de toute l'actualité de Bertrand Tavernier. Il y a tout d'abord le fait qu'on apprend que le film Autour de minuit, dont vous voyez la magnifique affiche derrière moi, va enfin, dans une version restaurée, lui aussi faire l'objet d'un combo Blu-ray DVD. Ça nous permettra de le redécouvrir dans d'excellentes conditions. Il y a évidemment la parution du livre de Thierry Frémaux dont je vous parlais tout à l'heure avec ce titre magnifique, si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé encore davantage. C'est aux éditions Grasset. Et puis on apprend également la parution en copie restaurée, en Blu-ray, du magnifique Que la fête commence, avec Noiret, Rochefort, Marielle, Christine Pascal, et également la parution d'un de mes films préférés de Bertrand Tavernier, Le coup de torchon, avec Noiret, Isabelle Huppert, Guy Marchand, Jean-Pierre Marielle, enfin une distribution magnifique. Eddie Mitchell, tellement savoureux dans le rôle de Nono. Et il y a, en plus de ça encore, une rétrospective Bertrand Tavernier à la Cinémathèque française. Donc vous voyez que 2 ans après sa disparition, on continue à parler énormément de ce cinéaste français majeur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vivement le mois prochain pour que nous puissions continuer ensemble à évoquer ce cinéma que nous adorons sous toutes ses formes. Et quelque chose me dit qu'il devrait être question de la réédition, enfin la réédition disponible de La guerre des polices avec Claude Brasseur, Claude Rich, Marlène Jobert, le film de Robin Davis. Qui viendra nous en parler sur le plateau de Pop Cinoche ? Je ne vous le dis pas, puisque j'espère que vous serez assez curieux pour venir nous rejoindre dès le mois prochain. Salut à tous, bye.